Stéphane Bern, Secret d'histoire. Catherine II, Nuit blanche à Saint-Pétersbourg. L'histoire de la Russie est l'une des plus passionnantes qui soit. La cour des tsars est le théâtre de trahisons, de meurtres, de coups d'État et de sombres débauches. Dans un pays où on court toutes les extravagances, une tsarine, Catherine II, la grande Catherine, se distingua pourtant par des excès mémorables, à commencer par le meurtre de son mari, qui lui permit de régner seule pendant 32 ans. Obstinée, cette femme à la poigne de fer ne recule devant rien pour arriver à ses fins. Mais cultivée, férue de culture française, confidente de Diderot et de Voltaire, la tsarine fera profondément évoluer les mentalités de son époque et bouleversera les institutions. On dit que ses appétits charnels étaient insatiables. La nuit du 27 juin 1762, Catherine dort dans le pavillon Mon-Plaisir, situé dans le parc du palais de Peterhof, tandis que son époux, le tsar Pierre III, est resté dans le Grand Palais. Le couple ne se parle plus depuis longtemps, et l'avenir de Catherine est de plus en plus compromis. Pierre menace de l'enfermer et de mettre sa maîtresse sur le trône. Pour sauver sa peau, Catherine a échafaudé un plan machiavélique. Aidée par son amant, Grigory Orlov, elle tente le tout pour le tout, en faisant jeter son mari en prison et songe alors à l'exiler. Mais en pleine nuit, l'impensable se produit. Orlov vient se jeter aux pieds de l'impératrice. Un drame affreux est arrivé. Selon une thèse officielle, le tsar est mort de coliques hémorroïdales. Tout le monde comprend qu'il a été assassiné. Un règne commence alors qui va marquer l'histoire de la Russie. Catherine est la fille d'un couple princier allemand. Son père, le prince d'Anhalt-Zerbst, est officier du roi de Prusse, et sa mère, une princesse éprise de mode et de bijoux. Ses parents attendaient un garçon, aussi la petite fille se sent-elle délaissée. Enfant, elle trouve refuge dans la lecture et devient bientôt plus mature que ses camarades de jeu. Catherine a 15 ans lorsque sa mère reçoit une lettre inouïe. L'impératrice Élisabeth de Russie demande si Catherine accepterait de devenir l'épouse de Pierre III, le futur tsar. Choisie pour son intelligence et supposée docile, Catherine ne devrait pas chercher à s'accaparer une partie du pouvoir. Le 3 février 1744, après 3 semaines de voyage dans le froid et la neige, la jeune fille et sa mère arrivent au palais de Peterhof, le Versailles russe. Le jour même, les présentations sont faites. Ce garçon, à peine plus âgé qu'elle, il a 16 ans, elle en a 15, obtus et quasi idiot, joue encore à la poupée, aime la chasse et sent très mauvais. Tout de suite, Catherine ressent du dégoût pour ce benêt, mais elle est prête à toutes les concessions pour devenir impératrice. Condition requise pour épouser le futur tsar, sa conversion à la religion orthodoxe n'est qu'une simple formalité. Le mariage a lieu à Saint-Pétersbourg, le 21 août 1745. Un cortège de 120 carrosses suit celui des jeunes époux, tiré par 8 chevaux blancs. Pour Catherine, c'est le début de l'enfer. Indifférent à son charme, Pierre ne s'intéresse pas à elle et la brutalise à l'occasion. Il gratte un violon sans savoir en jouer, réveillant le palais en pleine nuit. Dès le matin, il s'enivre, s'amuse à égorger des rats devant sa femme, exige que l'on tire des coups de canon en plein Saint-Pétersbourg pour simuler l'état de siège. Les membres de la cour sont excédés, et Catherine s'inquiète de devoir subir cet homme dangereux. Au bout de 8 ans de mariage, elle n'a toujours pas d'héritier. L'impératrice Élisabeth décide alors de jeter sa bru dans les bras d'un homme réputé pour sa virilité, un jeune officier nommé Saltykov. Après 8 ans d'abstinence forcée, Catherine découvre les plaisirs de la chair. Le stratagème de l'impératrice porte ses fruits. Catherine met au monde Paul Ier, l'héritier du trône de Russie. La cour est ravie, mais le plaisir de la jeune mère est de courte durée. Quelques secondes après l'accouchement, son enfant lui est retiré, et elle ne le verra que 40 jours plus tard. Mère et fils ne s'entendront jamais. Parvenue sur le trône, l'impératrice Catherine II se méfiera toujours de ce garçon, qui constitue une menace pour son pouvoir. Elle décidera donc de l'écarter de la cour en l'envoyant voyager longtemps en Europe. Loin de la Russie, accueilli partout en souverain, Paul est moins dangereux. À la cour de France, Louis XVI et Marie-Antoinette deviennent ses amis et le couvrent de cadeaux somptueux. À son rôle de mère, Catherine II préfère les plaisirs liés à son statut de chef d'État. Profitant de l'absence de son fils, elle se prend d'une fureur de bâtir qui durera toute sa vie. Elle supervise la construction du palais de Pavlovsk, assistée de Cameron, un architecte écossais. L'impératrice gouverne seule et consacre la majeure partie de ses journées aux affaires de l'État. Vers 7 heures du matin, seule dans son cabinet de travail, après s'être préparé elle-même son café, elle lit des rapports, rédige ses mémoires et entretient une correspondance avec les plus grands philosophes et écrivains étrangers. Elle travaille énormément.
Pour écrire plus commodément, lors de ses déplacements, elle commande une trousse unique qui contient des plumes en argent, un tube encrier en cristal, un autre tube de sable fin pour faire sécher l'encre, et un autre tube rempli de sels aromatisés. Cette trousse contient aussi une petite cuillère pour se nettoyer les oreilles. À 9 heures, la cour s'éveille. C'est le moment pour la tsarine de recevoir les membres de son gouvernement. À midi, elle achève sa toilette et fait coiffer ses longs cheveux, qui descendent jusqu'à terre quand elle est assise. Après le petit lever de Sa Majesté, la cour se met à table. Les goûts de Catherine sont simples. Elle adore le bœuf bouilli et les concombres salés, et boit de l'eau mêlée à du sirop de cassis. Curieuse et un brin provocatrice, c'est elle qui, la première en Russie, mange une pomme de terre. Elle en ordonne même la culture sur les terres des paysans russes, qui voient d'un mauvais œil ce qu'ils considèrent alors comme l'herbe du diable. Il faudra l'aide de l'armée pour protéger les plantations. Catherine II se soucie peu de ce qu'elle mange, mais elle accorde en revanche une attention très particulière aux arts de la table. Elle donne un coup de fouet décisif au développement de la manufacture impériale de porcelaine, à qui elle va commander sans compter des services de plus de 1000 pièces. Par coquetterie, et pour faire mieux que les autres souverains d'Europe, l'impératrice commande régulièrement des pièces uniques. La touche apportée jadis par Catherine II se fait toujours sentir dans la création de la manufacture. L'après-midi, Catherine II reçoit les courtisans dans ses salons. Grande joueuse, elle aime perdre des sommes folles aux cartes, et elle se montre habile au billard, exigeant une table entièrement recouverte de nacre et incrustée d'or dans tous ses appartements pour y jouer, après le dîner. La tsarine réaménage de fond en comble les résidences impériales, ordonne que toutes soient richement meublées et passe des commandes considérables aux plus grands ébénistes français. Elle se couche vers 22 heures et ses soirées sont consacrées au spectacle. À chaque jour de la semaine correspond un divertissement. Le lundi, comédie française. Le mardi, comédie russe. Le mercredi, c'est tragédie. Le jeudi, opéra. La fin de la semaine est réservée au bal traditionnel ou au bal masqué. Pour ces robes de soirée, la demi-mesure est aussi de mise. L'impératrice ne porte jamais 2 fois la même robe et va jusqu'à changer 3 fois de tenue au cours d'un bal. À la fin de l'année, c'est un millier de robes qui est recyclé en rideaux. Femme, mais chef d'État avant tout, Catherine II adopte pour les cérémonies officielles des tenues militaires ajustées de manière plus féminine par des couturiers français. Car la cour accueille aussi des étrangers qui introduisent la mode, les tissus et les coupes de leur pays. D'où les influences variées dans la garde-robe de la tsarine. Le seul vêtement inimitable est le manteau impérial, avec son encolure ornée de queues d'hermine, unique au monde par leur taille. Dans sa datcha, sa maison de campagne d'Oranienbaum, à 1 heure de Saint-Pétersbourg et loin du protocole, Catherine II invente un nouveau jeu, qui depuis s'est largement développé dans le monde entier. Les montagnes russes, immenses toboggans, où l'on glisse comme sur une luge. En Russie, le rituel du bain est incontournable, et Catherine II se rend plusieurs fois par semaine dans ses bains privés, où seules ses dames de compagnie et des hommes choisis par elle sont admis. Dans son palais préféré, Tsarskoye Selo, elle fait construire un pavillon de bain froid au sein d'un vaste complexe thermal de style gréco-romain. Clou de ces bains d'un luxe inouï, les chambres d'agate, du nom de la pierre supposée recouvrir les murs, mais il s'agit en fait de jaspe. Curieuse et novatrice dans de nombreux domaines, Catherine II demeure l'impératrice de toutes les révolutions artistiques et culturelles, et l'architecture est une de ses passions. Au début du XVIIIe siècle, le tsar Pierre le Grand avait fait le rêve fou de bâtir une ville sur la Baltique, afin d'assurer une ouverture sur le monde et de permettre des échanges commerciaux avec l'Europe. Le chantier se déroula dans des conditions inhumaines. En 3 ans, près de 2000 personnes périrent dans les marécages de l'ouest de la Russie pour réaliser son rêve. C'est ainsi qu'en 1703 est né Saint-Pétersbourg. Catherine se pose en continuatrice de l'œuvre de Pierre le Grand. Dès 1762, elle modernise la ville et lance une politique de grands travaux. Soucieuse de se démarquer de ses prédécesseurs et de laisser une trace impérissable de son règne, elle s'entoure de jeunes architectes et renvoie le protégé de l'impératrice Élisabeth, l'italien Rastrelli. Elle voit plus grand que les tsars précédents. La ville devient alors le terrain de jeu de sa folie. Aujourd'hui encore, Saint-Pétersbourg offre une diversité de styles uniques, où néoclassique et baroque se côtoient. En 1764, Catherine II crée l'Académie des Beaux-Arts à Saint-Pétersbourg, qui n'admet que des élèves issus de milieux modestes, car elle souhaite former une élite au sein de la jeunesse russe. Depuis plus de 2 siècles et demi, l'institution et ses 800 élèves suivent toujours le programme instauré par l'impératrice. Les plus jeunes élèves avaient alors entre 5 et 6 ans. La durée de l'enseignement s'étalait sur 15 années, et les étudiants étaient coupés du monde extérieur,
protéger les mauvaises influences. Sans crainte de choquer, la tsarine impose des premiers cours d'anatomie. Des modèles parfois entièrement nus posent pour les élèves, une pratique jusque-là impensable. Souhaitant ce qu'il y a de mieux pour ses élèves, la tsarine ordonne ce que l'on appelle un tour du monde des chefs-d'œuvre. Ses meilleurs artistes sont envoyés dans les plus grandes capitales et elle commande des copies des plus belles œuvres du moment. Grâce à Catherine II, l'Académie possède une collection unique au monde. Pour chaque projet de construction, l'impératrice exige des architectes qui lui présentent des maquettes dont les détails sont impressionnants de réalisme. L'extérieur comme l'intérieur, tout doit être à la réplique miniature de ce que la tsarine souhaite voir construit en grand. Chaque architecte met alors près d'1 an pour réaliser un seul projet. Perfectionniste et capricieuse, la tsarine peut le renvoyer d'un seul coup d'œil. Ambitieuse et créative, Catherine II laisse à Saint-Pétersbourg d'autres marques de son génie. Au palais de Tsarskoïe Selo, on peut admirer la fameuse salle d'ambre, appelée aussi la 8e merveille du monde. 6 tonnes d'ambre, matière particulièrement fragile, en fait de la résine très sensible aux écarts de température, ont été nécessaires pour construire cette pièce. Catherine aimait particulièrement cet endroit qu'elle considérait comme magique parce qu'elle y ressentait un réel bien-être, sans vraiment l'expliquer. Aujourd'hui, on sait que l'ambre a des vertus médicinales. Une vingtaine d'artisans assuraient l'entretien et la restauration quotidienne de la salle. Cet atelier est toujours en activité. La correspondance qu'entretient Catherine II avec Voltaire reflète l'amour que porte l'impératrice à la culture et à la langue française. Un amour inculqué dès son plus jeune âge, grâce à sa gouvernante française Babette Cardel. Voltaire et Diderot sont à la fois ses confidents intellectuels et ses conseillers avisés dans le domaine artistique. En mai 1773, et malgré ses 60 ans, Diderot fait le voyage jusqu'en Russie pour remercier sa bienfaitrice. Lorsque Voltaire meurt en 1778, à l'âge de 84 ans, l'impératrice rachète sans hésiter l'intégralité de la bibliothèque de son ami. Un trésor aujourd'hui conservé à Saint-Pétersbourg, dans une pièce surveillée 24 heures sur 24 à la Bibliothèque nationale de Russie. Le premier souci de l'impératrice est de récupérer les lettres très personnelles qu'elle a envoyées à Voltaire. Mais elle se constitue aussi, à cette occasion, une collection unique au monde de plus de 7000 ouvrages, tous annotés de la main de l'écrivain. En souvenir de ce fidèle correspondant qu'elle n'a jamais rencontré, Catherine II commande une statue de Voltaire au célèbre sculpteur Houdon. En impératrice généreuse qui souhaite partager sa passion des arts avec son peuple, elle constitue une collection d'œuvres variées, rassemblées dans son palais d'hiver sur les bords de la Neva. Comme elle se définit elle-même plus comme une gloutonne que comme une amatrice, ses collections s'enrichissent considérablement et elle fait construire une annexe baptisée l'Ermitage. À la mort de l'impératrice en 1796, l'Ermitage compte près de 4000 œuvres. Aujourd'hui, le musée en possède plus de 3 millions. Mais faute de place, il ne peut en exposer que 60 000. C'est grâce à la curiosité de la tsarine que les ballets et la danse sont arrivés en Russie. Catherine II maintient le budget de l'Académie de danse et elle modernise en encourageant de nouvelles chorégraphies par les meilleurs maîtres de ballets étrangers. Les ballets existaient en France depuis 1661 et les écoles françaises et italiennes étaient déjà très célèbres en Europe. Pour l'Académie de danse également, elle souhaite ce qu'il y a de mieux, avec l'ambition que l'école soit reconnue dans le monde entier, et la Russie devient bientôt un grand pays de ballet. L'impératrice ne se doutait pas que 2 siècles plus tard, les plus grandes étoiles allaient sortir de son école, comme Nijinsky, Nureyev ou Baryshnikov. Aujourd'hui encore, comme l'avait décidé l'impératrice, les plus jeunes élèves doivent avoir 10 ans, et ils sont inscrits pour 9 années. Depuis sa création, l'école est gratuite pour les étudiants russes. Dans ses relations amoureuses, Catherine II faisait aussi des folies. À la cour, l'appétit de l'impératrice pour les hommes n'est un secret pour personne. Adolescente, la jeune Catherine passait déjà des nuits très agitées, sautant pendant des heures sur son lit, un oreiller coincé entre les cuisses, jusqu'à l'épuisement. Dans le cœur et dans le lit de l'impératrice, les favoris occupent donc une place de choix. Certains marqueront l'histoire de la Russie, tandis que d'autres ne feront que passer. Nous l'avons vu, son premier amant est Saltykov, l'amant dont certains disent qu'il est le père de Paul Ier. Au contact de Saltykov, qui ne prend pas cette relation au sérieux, Catherine apprend aussi à se méfier des hommes. A-t-elle été amoureuse de l'ambassadeur de Saxe et futur roi de Pologne Stanislas Poniatowski? Difficile de le dire. En tout cas, c'est elle qui lui fit découvrir le sexe. Poniatowski était un très bel homme, avec un charme exceptionnel.
Pourtant, très vite, Catherine se lasse du jeune homme dont elle apprécie davantage la conversation que les étreintes. Elle se tourne alors vers un jeune militaire de 25 ans, Grigori Orlov, une force de la nature dont les prouesses amoureuses sont à l'image de ses exploits guerriers. Devenue impératrice, Catherine II garde auprès d'elle cet amant vigoureux. Mais le militaire s'ennuie, rêve de bataille. L'impératrice ne tarde pas à le remplacer. La séparation est douloureuse, mais Catherine se montre très généreuse, lui faisant construire un palais en marbre. À 45 ans, elle jette son dévolu sur un autre militaire, de 35 ans, Potemkin. Grand, borgne, le jeune homme se trouve laid, mais il a un très grand charisme, de l'humour et de l'esprit. C'est d'ailleurs le frère d'Orlov, le président favori, qu'il avait éborgné avec une queue de billard. Chaque soir, c'est entièrement nu, sous sa robe de chambre, qu'il rejoint les appartements de Catherine II. Potemkin est le premier favori à discuter de certains dossiers politiques avec l'impératrice. Joueur invétéré, il accumule des dettes que Catherine II efface aussitôt. Pour calmer ses crises d'angoisse, elle le couvre d'habits brodés de fil d'or. Après 2 ans de passion, les deux amants se font plus distants. La séparation est proche. Pour éloigner Potemkin de la cour, Catherine lui offre le palais Tauride à Saint-Pétersbourg. Pendant les 32 années de son règne, Catherine II aurait déboursé environ 92 millions de roubles pour ses favoris. À l'époque, le budget annuel de l'État était de 70 millions de roubles. Pour garder du pouvoir sur l'impératrice, Potemkin choisit lui-même son remplaçant. Qui mieux que lui connaît les penchants de Catherine II. Il établit alors des règles strictes pour choisir le favori de l'impératrice. Le candidat est examiné par un médecin. Puis une comtesse teste la culture du prétendant, dont elle valide ensuite les performances sexuelles. Celle qu'on appelle l'essayeuse ou l'éprouveuse fait ensuite son rapport à l'impératrice. Une fois choisi, le favori devient un personnage incontournable à la cour. Il dîne toujours en compagnie de la tsarine, se tient à ses côtés lors de ses déplacements et pendant les cérémonies officielles. Le temps passe. À 45 ans, même affaiblie, Catherine II conserve un appétit sexuel étonnant. Mais il lui faut désormais un fauteuil roulant pour se promener dans le parc de Tsarskoye Selo. Son architecte va même jusqu'à lui fabriquer un escalier en pente douce pour qu'elle puisse descendre plus facilement vers les jardins. Le jeune Alexandre Lanskoï, 25 ans, qu'elle surnomme Sacha, devient son favori. Elle se comporte avec lui tantôt comme une mère, tantôt comme une maîtresse insatiable. Pour ne pas la décevoir, le jeune homme prend alors des aphrodisiaques avant chacun de leurs rapports. De santé fragile, il meurt à 26 ans. Serait-ce la prise massive d'excitants qui l'aurait tué, ou serait-ce ce Potemkin jaloux qui l'aurait empoisonné? Catherine II pleure toutes les larmes de son corps. Pour atténuer son chagrin, elle fait installer à Tsarskoye Selo le parquet du château de Lanskoï. Le dernier amant de l'impératrice, Platon Zubov, n'a que 22 ans. Les historiens se demandent encore aujourd'hui s'il y avait vraiment, au palais de Tsarskoye Selo, un appartement exclusivement réservé au plaisir de l'impératrice. Selon cette légende tenace, des objets uniques, sextoy avant la lettre, lui permettaient d'assouvir les fantasmes sexuels les plus incroyables. Victime d'un malaise cardiaque dont elle ne se remettra pas, Catherine II meurt le 6 novembre 1796 à 67 ans, au terme du règne le plus long de l'histoire de la Russie. 200 ans plus tard, Catherine II reste la tsarine la plus aimée d'un peuple qui célèbre toujours sa mémoire. Plus que jamais, elle reste Catherine, la Grande.